Bonjour à tous. Nous sommes ravis, Franck et moi, de vous accueillir si nombreux encore pour ce webinaire. Vous êtes plus de 200 inscrits, donc c'est un joli score et preuve que le sujet est intéressant, en tout cas semble vous intéresser. Comme le modérateur Préventica vous l'a proposé, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Évitez de poser les questions dans l'onglet chat, ça permet de canaliser vos questions sur l'onglet questions. Et puis, comme on a plein de choses à vous raconter, eh bien, je vous propose que sans plus attendre, nous débutions ce webinaire. Alors, on va se présenter rapidement avec Franck. Je commence puisque j'ai la parole. Ma mission, si je devais en donner une aujourd'hui, c'est améliorer la performance SST, santé, sécurité au travail, qui est un préalable à la performance RSE, responsabilité sociétale des entreprises, le tout pourquoi? Pour améliorer le business. Très rapidement, j'ai fait ma carrière à EDF, GDF, où j'ai fait beaucoup de management. C'est ce qui m'a donné cet angle particulier que j'utilise pour traiter de santé sécurité au travail. J'ai eu des postes de direction, j'ai été DRH. Et puis ensuite, au niveau du groupe EDF, j'ai été coordinateur de l'ensemble du groupe worldwide, 150 000 salariés. J'ai aussi exercé comme professeur associé au CNAM à Paris pendant 9 ans en cours du soir dans la chaire hygiène et sécurité que dirigeait William Dab, que vous connaissez sûrement. En activité française, j'ai co-animé pendant une vingtaine d'années le GEPI, le groupe d'entreprises, des groupes des entreprises préventeurs et des industries, AFNOR. À l'AFNOR, j'étais membre des différents comités d'orientation stratégique. Le club IQM, Institut Qualité du Management, nous avons notamment fabriqué, proposé un outil d'évaluation de la maturité en RSE pour les entreprises, qui est toujours d'ailleurs accessible gratuitement, notamment sur le site web du CNAM. Au niveau européen, j'ai participé au débat social avec la Commission européenne sur les aspects santé-sécurité. J'étais responsable de l'élaboration des postures du Centre européen des entreprises publiques, qui est un partenaire social représentant les employeurs publics. J'étais membre de celui qui représentait les entreprises privées, Business Europe. Et en activité internationale, j'ai été vice-président de la section eau, gaz, électricité, pétrole de l'AISS, Association internationale de sécurité sociale, dont je suis toujours membre. J'ai fondé ma propre entreprise en 2014 pour accompagner les entreprises en matière de RSE et j'utilise la SST comme clé pour ouvrir la première porte en faisant des diagnostics, des accompagnements, des formations. Je suis passionné de sport, verbicruciste à mes heures et puis passionné également par la musique. Voilà, je ne fais pas plus long. Merci Dominique. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. On a plein de sujets sur le zéro accident, donc je vais faire aussi rapidement la présentation. Franck Godel, j'ai travaillé une quarantaine d'années dans l'industrie, plutôt sur des métiers opérationnels en début de ma carrière, de patron d'usine, de R&D, de qualité. Et puis je suis tombé, entre guillemets, les 20 dernières années dans le métier de la santé-sécurité et de l'environnement, dans des métiers très variés aussi, de chantier, de mines, d'acierie, d'automobile et d'électronique, dans principalement des grands groupes internationaux comme Valeo, Vallourec, et puis dernièrement chez Alstom, où j'étais le vice-président des sujets santé et sécurité. Et puis à titre personnel, je suis fan de rugby. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la Coupe du Monde, mais bon, je suis... Bien, Franck a disparu, donc je vais continuer pour l'instant tout seul en espérant qu'il nous rejoigne rapidement. On parle de zéro accident, mais en fait, il faut travailler sur ce quoi. On parle de quel type d'accident? Est-ce qu'on parle des accidents mortels? Est-ce qu'on parle des accidents mortels et des accidents avec arrêt? Est-ce qu'on parle des accidents mortels avec arrêt et sans arrêt? Est-ce qu'on veut aller plus loin encore en parlant d'accidents mortels avec arrêt, sans arrêt, et y ajoutons les accidents bénins? Et nous allons voir dans la discussion que peut-être certaines entreprises imaginent même aller encore plus loin, puisque vous le savez, en France, si les accidents du travail sont un peu à l'asymptote, par contre les maladies professionnelles explosent. Donc incluons-nous les maladies professionnelles dans ce zéro. Et puis, comme je le disais,
les entreprises les plus avancées parlent carrément de zéro événement santé sécurité au travail, c'est-à-dire viser l'excellence. Et donc, tout ça pour vous dire que il nous semble important que quand on parle de zéro accident, il faut qualifier la nature de ce zéro accident et dire qu'est-ce qu'on entend par ce zéro accident. Et puis, il faut aussi parler du zéro pour qui. Dominique, oui. Dominique, je suis désolé, j'ai un problème de bande passante et j'ai coupé ma caméra. Donc, vous n'aurez pas la vue, mais vous n'aurez que le son. Je suis désolé, quoi. Donc, je suis revenu, hein, désolé. Effectivement, comme disait Dominique, c'est important de parler aussi du qui. Le qui est important et quelles sont les populations concernées. Alors, bien évidemment, en général, on parle des salariés, de vos salariés, mais on peut... Alors, Franck est reparti à nouveau. Donc, je vais continuer. Évidemment, donc, on parle des salariés, ça va de soi. Mais est-ce que dans ce périmètre, on y inclut les prestataires et les sous-traitants ? Et une remarque d'ailleurs en passant, les grandes entreprises françaises et internationales, quasiment toutes, ne communiquent plus aujourd'hui sur leur performance SST sans y associer les prestataires. De façon à éviter le discours, oui, mais évidemment, vous avez de bons résultats parce que les risques, c'est vous les faites courir aux prestataires. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que la plupart des grands groupes incluent dans la communication sur la performance SST les salariés et les salariés des prestataires, évidemment, quand ils travaillent pour ces entreprises. Mais souhaite-t-on aller également plus loin et travailler aussi en incluant les intérimaires, voire pourquoi pas les visiteurs? Et voilà Franck qui nous rejoint. Je termine sur cette slide, Franck. J'avais pris le relais pendant que tu étais parti. Et donc, il nous semble qu'il faut également qualifier le périmètre de ce zéro, c'est-à-dire qui incluons-nous en termes de salariés dans ce périmètre. Et donc, la conclusion de ces deux premières diapositives, c'est que zéro accident ne veut pas dire grand-chose si on oublie de préciser la nature, quel type d'accident et jusqu'où allons-nous dans cette nature d'accident ou d'événement, et également le périmètre de ce zéro accident, c'est-à-dire quels salariés incluons-nous dans cette cible ou cet objectif comme nous allons le voir. Alors, cible ou objectif, on va faire un peu de pédagogie et se rappeler que quand vous êtes gestionnaire de risque, quel que soit le sujet du risque, vous avez trois types d'actions pour gérer un risque. Vous avez le transfert que je n'ai pas marqué là, et je vais en parler tout de suite pour évacuer. Le transfert, c'est surtout pas transférer le risque à quelqu'un d'autre, c'est transférer l'activité à quelqu'un qui maîtrise mieux cette activité et les risques associés que vous. Autrement dit, quand vous sous-traitez une activité à un prestataire qui maîtrise mieux cette activité que vous, populationnellement parlant, ces salariés courent moins de risques que si vous faisiez vous-même cette activité que vous maîtrisez pas trop, et donc vous faites courir un certain nombre de risques à vos salariés qui l'effectueraient. Donc j'évacue. Vous avez des risques à gérer. Eh bien, pour gérer un risque, il faut à chaque fois mettre en place des actions de prévention et de protection. C'est pas ou, c'est et. La prévention cherche à limiter la probabilité d'occurrence du risque. Alors évidemment, le summum, c'est quand on arrive à supprimer le risque, mais évidemment, c'est compliqué et c'est pas toujours le cas. Donc, on essaye de limiter la probabilité que le risque sur lequel on agit soit occurrent. Et si la probabilité n'est pas nulle, il faut alors aussi mettre en place des actions de protection qui, elles, ont pour objectif de limiter les conséquences du risque si jamais ce risque vient en occurrence. Donc, prévention, j'évite que l'accident ou l'événement ne survienne. Protection, si toutefois il arrivait, eh bien, je vais limiter les conséquences de cet événement. Pourquoi je vous rappelle tout ça? Tout simplement parce que lorsque la prévention a failli, c'est-à-dire que le scénario accidentel se déclenche, eh bien, la gravité des conséquences de cet événement qui est en cours de se dérouler, aux actions de protection près, est due à une multitude de facteurs. Je parlais d'actions de protection. Malheureusement,
évidemment, vous savez, par les principes de prévention qu'il faut d'abord privilégier la protection collective à la protection individuelle, mais malheureusement, les actions de protection trouvent assez rapidement leurs limites. Et c'est ce qui m'a fait proposer cette phrase d'ailleurs à toutes les entreprises et managers notamment que j'accompagne. Un presque accident aux actions de protection près est un accident mortel qui a bien tourné. Et oui, parce que les conséquences de l'événement pendant qu'il se déroule, il y a tellement de facteurs qui fait que ça va finir bien ou ça va finir mal, qu'en fait, on peut positiver en disant qu'un presque accident est un accident mortel qui a bien tourné. Et donc, sachant cela, l'entreprise doit donc rester humble et pragmatique sur la cible qu'elle vise ou l'objectif qu'elle se fixe, en affichant zéro accident mortel ou zéro accident autre. Donc la cible ou l'objectif, eh bien, vous l'avez compris, c'est une nuance très importante qui rend l'affichage atteignable, la cible, ou plus difficilement réalisable si on parle à ce moment-là d'objectif. Merci Dominique. Bon, j'espère que l'Internet va rester un peu stable. J'ai eu quelques soucis de connexion, j'en suis désolé, quoi. Sur le domaine de la SST, quand on parle de santé et sécurité au travail, est-ce que le sujet est différent des autres domaines de l'entreprise? On peut s'interroger. Quand vous pensez, par exemple, un seul instant qu'une entreprise qui se contente d'une obligation de moyens pour produire des produits à un certain niveau de qualité, avec parfois une conséquence sur l'acceptation que de temps en temps, la qualité n'est pas au rendez-vous. Est-ce que vous pensez un seul instant, par exemple, qu'une entreprise qui se contente d'une obligation de moyens pour préserver l'environnement, des impacts que peuvent générer des sites de production, avec dans certains cas l'acceptation d'avoir des pollutions? De la même chose, pensez-vous pour les résultats financiers, que l'entreprise accepte d'avoir des résultats financiers qui de temps en temps peut générer des pertes? Bien évidemment, vous l'avez compris, l'ensemble des sujets, que ce soit santé, sécurité, mais rentabilité, qualité, environnement, intelligence économique, productivité, doivent être gérés de la même façon. Il est important et bien évidemment essentiel pour le succès d'une entreprise de se fixer des obligations de résultats. Et bien évidemment, la santé et sécurité au travail fait partie du même sujet. Et voilà, donc l'obligation générale de sécurité posée réglementairement à l'employeur. C'est un débat sans fin. Est-ce que c'est une obligation de moyens? Est-ce que c'est, comme ça l'a été depuis 2002, après les arrêts de la Cour de cassation sur l'amiante, une obligation de résultat? Est-ce que certains imaginent que c'est repassé à une obligation de moyens renforcée, notamment avec l'arrêt Air France que j'évoquerai dans quelques minutes? Personnellement, je pense que c'est un faux débat, parce que comme Franck vient de vous l'expliquer, une entreprise se fixe des obligations de résultats pour n'importe quel sujet sur lequel elle doit faire face et gérer les risques associés. Et la santé et sécurité au travail, c'est pas quelque chose d'à part. La santé et sécurité au travail, ça fait partie du travail, ça fait partie du business. Et donc, comme tous les autres domaines, que ce soit qualité, environnement, financier, accueil du handicap, absence de corruption, etc., etc., la santé et sécurité au travail relève, pour les entreprises responsables, d'une obligation de résultat, point barre, je dirais. Il n'y a pas à se poser de questions plus que ça sur est-ce que c'est une obligation de moyens. Sous-entendu, ça arrangerait un peu, notamment les employeurs, parce que peut-être pourraient-ils se laisser un peu plus aller si c'était une obligation de moyens. En fait, quand on est sur une logique d'entreprise responsable, le problème ne se pose pas. On est sur l'absence d'événements redoutés, quel que soit le sujet. Et la SST fait partie des domaines sur lesquels les entreprises redoutent des événements et donc travaillent en obligation de résultat pour faire en sorte que ces événements redoutés n'arrivent pas. Merci Dominique. Dès lors, je crois que c'est encore à moi, Franck, dès lors qu'une entreprise accepte l'idée de s'attacher à une obligation de moyens en SST plutôt qu'une obligation de résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle accepte l'idée que sa performance SST soit un peu aléatoire et donc ne participe pas d'une mise sous contrôle la meilleure possible. Et comme nous allons le voir,
par ricochet, ce manque de contrôle sur le sujet de la santé-sécurité au travail va se traduire dans tous les autres domaines que l'entreprise doit gérer. Et je vous renvoie sur ce point que nous venons de développer sur un article du PIC Magazine numéro 143 où je fais justement un peu le lien entre les obligations de résultat de toutes les entreprises, quel que soit le domaine, et la question sur est-ce que l'obligation générale de sécurité faite à l'employeur de façon réglementaire, est-ce que c'est une obligation de résultat ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Voilà. Je souligne tout de même que on parle de risques en santé-sécurité au travail. Il faut savoir différencier les risques exogènes des risques endogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les risques qui sont complètement indépendants et extérieurs aux activités de l'entreprise, il me semble, qu'on ne peut pas attendre de l'employeur le même niveau de performance et de résultat que pour les risques endogènes qui sont directement liés aux activités qui sont les activités de l'employeur. Et je parlais de l'arrêt d'Air France tout à l'heure. Rappelez-vous de cet arrêt. Qu'est-ce qui s'était passé? Un pilote qui était en repos à New York dans la chambre de son hôtel a été témoin de l'effondrement des tours des Twin Towers à New York. Et il a eu un choc qu'on peut imaginer. Et il a demandé à bénéficier d'accompagnement et voire de mettre en responsabilité son employeur pour avoir vécu ça. Et l'arrêt dit, bah oui, mais non, parce que Air France avait fait tout ce qu'il avait en son domaine, tout ce qui était possible de faire. Je vous rappelle qu'à l'époque, ce genre d'événement n'était jamais arrivé, donc c'était un peu difficile d'imaginer qu'un jour ça arriverait. Et donc, depuis ce jugement-là, on se dit, bah oui, bah peut-être que cette obligation de résultat qui était née en 2002 se transforme en obligation de moyens. Alors peut-être, on va voir les arrêts suivants et la jurisprudence qui sera confirmée ou pas sur ce sujet, mais personnellement, je veux bien admettre qu'on n'exige pas une obligation de résultat à l'employeur quand il a à gérer des risques qui lui sont complètement exogènes. Et qu'on retombe dans ce cas-là sur une obligation de moyens me semble beaucoup plus pragmatique finalement. Voilà. Donc je veux pas aller plus loin sur ce sujet parce que le temps tourne vite, mais il me semble que c'est très important de faire cette différence entre risque exogène et risque endogène. Et je vois que Franck a à nouveau disparu. Alors, le temps qu'il revienne, je vais prendre sa partie. La santé-sécurité au travail est évidemment une partie intégrante de la RSE de l'entreprise. La RSE, c'est tout ce qui touche. Je te redonne la main, Franck, tu avais disparu. Paru de temps en temps. C'est un peu aléatoire ma connexion. Je suis vraiment désolé de cette mauvaise connexion. Oui. Merci Dominique de faire la transition. C'est parfait, quoi. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure de RSA qui faisait l'introduction sur les RSE, donc la responsabilité sociétale d'entreprise, qui est un domaine de plus en plus important. Hein. Vous devez tous savoir que de plus en plus, face à l'urgence écologique et au contexte socio-économique, 2003 marque une nouvelle évolution significative dans la réglementation RSE. Vous savez tous que de plus en plus d'entreprises ont démarré des démarches volontaires et que, en plus, dans le respect de la nouvelle réglementation qui va intervenir en 2024, de plus en plus de sociétés vont être confrontées à la RSE et avoir une obligation de faire un rapport de données extra-financières. Vous savez, vous avez 3 seuils qui ont été déterminés, 20 millions d'euros de bilan, 40 millions de chiffre d'affaires ou plus de 150 salariés, qui seront les obligations à partir de 2024 sur le reporting extra-financier. Et je dirais que SST et RSE, même combat. Pourquoi même combat? Puisque vous avez pas mal de sujets qui sont conjoints. Le premier, bien évidemment, c'est la sécurité des personnes, qui est une composante essentielle de la responsabilité de l'entreprise envers la société. Car bien évidemment, au-delà de la préoccupation constante pour la sécurité des travailleurs, elle affecte également la communauté environnante. On peut avoir des conséquences graves pour les
travailleurs, mais aussi pour les familles et la collectivité en général. Donc en veillant à la santé et sécurité des employés, une entreprise démontre son engagement envers le bien-être de l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient internes et externes. Et bien évidemment, le sujet de la prévention au travail se renforce de plus en plus en intégrant les conditions de travail, la fameuse QCT que vous connaissez tous, et en suivant l'évaluation de l'état de santé des salariés. Un deuxième sujet tout à fait commun entre la SST et la RSE, c'est le respect des réglementations à la fois nationales et à la fois internationales, qui imposent, dans le cas de la SST et de la RSE, de respecter les réglementations en vigueur. Et ça démontre, une fois de plus, la conformité aux lois et aux réglementations et que la société, l'entreprise, assume ses responsabilités. Enfin, dans la gestion des risques SST, vous êtes tous des experts, vous avez une approche proactive de la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Bien évidemment, la démarche RSE, de la même façon, vise à anticiper et atténuer les risques sociaux et environnementaux. Et pour finir, bien évidemment, les obligations de l'employeur relatives à la santé comprennent des différentes actions telles que la formation des salariés aux risques professionnels, les actions de prévention des risques, l'évaluation des risques professionnels, et bien évidemment, c'est tout à fait lié à l'environnement RSE. Par rapport à ça, je dirais RSE, SST, même objectif, c'est un allié objectif de l'amélioration de la santé et sécurité au travail. Je te laisse la main, Dominique, si tu veux bien. Ah, t'es en mute, Dominique. Mets-toi, arrête le mute, si tu veux bien. Excuse-moi, oui, j'avais coupé mon micro pour éviter des retours. Merci. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire en disant que personnellement, je me sers de la SST pour challenger les entreprises sur le RSE. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Franck, il y a une complémentarité évidente, puisque dans la RSE, il y a le côté environnemental, il y a le côté sociétal. La santé-sécurité au travail, à l'évidence, est une composante du domaine sociétal. Et pourquoi se servir de la SST comme cheval de Troie, finalement? Ben, tout simplement parce que les objectifs en santé-sécurité au travail rassemblent les acteurs. Je connais pas de représentants du personnel ou de salariés qui soient contre l'idée qu'on évite que les gens se tuent ou se blessent au travail. L'objectif rassemble. Et donc, on a la chance d'avoir avec la SST un sujet rassembleur qui peut mettre autour de la table toutes les parties prenantes. Alors évidemment, sur le comment, j'entends bien qu'il peut y avoir débat et qu'il peut y avoir voire même conflit, mais sur la cible, sur l'objectif, éviter que les événements redoutés n'apparaissent, tout le monde est d'accord. Et donc, c'est intéressant de challenger l'entreprise sur quelles sont les pratiques à mettre en œuvre, on va en parler tout à l'heure, pour essayer d'arriver à l'excellence et éviter que ces événements se reproduisent. Pourquoi c'est intéressant? Ben, vous allez vous apercevoir que, en fait, ce qui est fondamental en termes de pratique de direction d'entreprise pour aller vers l'excellence en santé et sécurité au travail, va marcher quel que soit l'autre sujet, surtout les autres sujets. Et donc, va servir la RSE. Et donc, par élargissement des pratiques que vous allez mettre en place pour la SST, vous allez arriver à élargir votre responsabilité sociétale d'entreprise. Donc ça, je trouve que c'est intéressant à souligner. Voilà. Il y a aussi une chose. C'est quoi ça? Hop. Voilà. Sur ce zéro accident, la question qui peut se poser, évidemment légitimement, est-ce que c'est un objectif ou une cible pour toutes les entreprises? Eh bien non, c'est pas forcément un objectif ou une cible qui peut concerner toutes les entreprises. Pourquoi? Ben parce que simplement, en fonction de là où vous en êtes dans votre construction de performance en santé-sécurité au travail, eh bien, il va y avoir un quand à respecter. On a vu qu'il y avait un quoi, on a vu qu'il y avait un qui, eh bien, il y a également un quand. Parce que si vous partez de très loin et que vous fixez un objectif ou une cible de zéro accident avec arrêt, plus sans arrêt, plus, etc., vous avez bien spécifié la nature puisqu'on vous a conseillé de le faire, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va tout simplement vous empêcher de produire et de travailler. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt.
parce que vous ne maîtrisez pas encore suffisamment vos risques. Et si vous partez sur un objectif de 0 accident, vous allez vous rendre compte que vous n'arrivez plus à travailler parce que vous n'êtes pas prêt. Donc, d'où le débat d'ailleurs, d'où le débat entre les préventeurs qui caractérisent le côté utopique de cet objectif ou de cette cible, parce que ceux-là sont dans une entreprise qui, à l'instant T, ont encore du chemin à faire avant d'arriver à maîtriser suffisamment les risques pour pouvoir envisager de se caler derrière une cible qui va chercher le 0 accident avec arrêt mortel, ce que vous voulez. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut en fait s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Et cette démarche d'amélioration continue va mobiliser un chemin pour se rapprocher du moment où un tel objectif deviendra envisageable. Donc, le débat entre c'est utopique et ça l'est pas, en fait, je pense que c'est un faux débat. Par contre, il y a un vrai débat qui existe entre mon entreprise est-elle prête ou suffisamment prête pour aborder ce genre de cible ou d'objectif, ou est-ce que je dois d'abord mettre en place ma démarche d'amélioration continue et m'engager sur le chemin qui me permettra, à un moment donné, de pouvoir viser cette cible ou atteindre cet objectif. Merci Dominique. Un sujet important, c'est les biais du 0 accident. On vous l'a expliqué, le quand et le comment sont importants pour ce chemin de réussite. Et il faut savoir que lorsque vous fixez des objectifs, vous avez toujours des biais associés à ces objectifs. Donc il faut connaître ces biais ou ce qu'on peut appeler les effets pervers, puisqu'il peut y avoir des effets pervers. Il faut être, je dirais, tout à fait informé de ces effets pervers qui peuvent exister. On fixe ce qu'on appelle nos fameux KPI, vous connaissez les Key Performance Indicators, et bien évidemment vous avez des bénéfices de fixer cet objectif-là, mais vous avez bien évidemment aussi des risques. Et ces risques-là, il faut faire très attention à ce type d'objectif. Moi, j'ai quelque chose que j'appelle le syndrome du verdissement. Vous savez tous dans vos sociétés qu'on a tous tendance à vouloir présenter le maximum d'indicateurs verts pour faire, je dirais, une belle photo de la situation et de présenter les meilleurs résultats possibles. Et donc, effectivement, lorsque vous présentez un 0 accident, je dirais tout le monde attend que le 0 accident sera la performance. Quelques risques importants quand même à connaître par rapport à ça. Le premier sujet, c'est de passer du temps à gérer l'indicateur et pas la SST. Donc, d'avoir beaucoup de temps et d'énergie à travailler sur l'indicateur. J'ai vu des sociétés, je connais quelques sociétés qui mettent deux digits derrière la virgule au niveau de la performance santé-sécurité sur l'indicateur, le fameux taux de fréquence avec arrêt ou sans arrêt comme vous voulez. Et je pense qu'il est plus important de travailler l'amélioration de la santé-sécurité que de travailler l'indicateur. Ensuite, vous avez des pressions. Vous pouvez avoir des pressions qui peuvent générer peut-être de la sous-déclaration, peut-être de la contestation systématiquement de tous les accidents du travail, de proposer des postes aménagés. Bien évidemment, moi, je suis 100% d'accord avec des postes aménagés avec une totale transparence, c'est-à-dire vous informer les ressources humaines, le médecin et les partenaires sociaux, bien évidemment. Et des postes aménagés. Alors, Franck a redisparu. Donc, il parlait de la démarche de poste aménagé. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place ces démarches de poste aménagé de façon éthique, c'est-à-dire la plupart du temps en associant autour de la table pour définir le processus qui conduira à permettre de proposer un poste aménagé, le médecin du travail, les représentants du personnel, généralement la DRH. Pour l'avoir fait, c'est d'ailleurs un excellent sujet de négociation et d'accord collectif à travailler avec les partenaires sociaux. Et dans ces conditions, à partir du moment où le salarié est d'accord sur le principe et qu'il sait que derrière, il y a un processus sous contrôle, transparent et éthique, eh bien, il n'y a aucun problème à mettre en place des postes aménagés. En n'oubliant pas toutefois que l'événement a eu lieu, que l'accident a eu lieu, et que certes, le poste aménagé empêchera peut-être le salarié d'être arrêté, mais il ne faut pas perdre en mémoire que ce poste aménagé n'est que la conséquence du fait qu'il y a eu un événement
et qu'on va garder le salarié au travail en aménageant de façon éthique un nouveau poste de travail. Je te laisse la main, Franck. Merci, je suis revenu. C'est un peu compliqué aujourd'hui, je suis vraiment désolé, quoi. Donc effectivement, on parlait de poste aménagé. Ne jamais oublier que l'événement a eu lieu, quoi. Et le poste aménagé, c'est qu'une mesure conservatoire, quoi. En termes de risque, vous avez aussi le risque d'individualisation. Hein. Je veux dire, la faute à Paul qui a eu un accident et je veux dire, vous avez commencé à blâmer les gens, ce qui n'est jamais bon en termes de santé, de sécurité et d'amélioration des sujets. Vous avez un risque aussi de démobiliser les managers, puisque si l'objectif est raté trop tôt, eh bien, il va se concentrer sur d'autres objectifs, principalement si vous avez un système de bonus. Alors c'est compliqué, je prends la main. Effectivement, si le 3 janvier, vous avez Pierre et Paul qui glissent sur une plaque de verglas à l'entrée de l'usine, dans le site de l'usine, et que tous les deux sont accidentés du travail, et que le manager ne pouvait pas se permettre d'avoir plus de 2 événements pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on lui avait fixé, si tant est qu'on lui fixe des objectifs de ce genre, ce qui est pas terrible d'un point de vue fixation d'objectifs, eh bien, il aura mangé dès le 3 janvier l'atteinte de cet objectif et de la prime possiblement associée. Donc évidemment, c'est humain que ce manager se concentre sur si l'objectif faisait 30%, se concentre sur les 70 autres pourcents de primes qu'il peut encore essayer et espérer avoir sur les autres sujets sur lesquels l'entreprise l'a challengé. Donc, ça peut effectivement avoir un effet très démobilisateur si on a à vivre ce genre de choses-là. Et puis, il y a le risque d'individualisation parce que si on est sur des objectifs d'accident avec arrêt, par exemple, on va pouvoir identifier, c'est la faute à Pierre si on a raté l'objectif. Et donc, c'est pas du tout acceptable. Évidemment, vous l'imaginez bien, qu'on individualise et que du coup, on responsabilise, on culpabilise même la personne qui est à l'origine malheureusement de l'accident qui a fait rater l'atteinte de l'objectif. Je vois que Franck revient. Alors, j'en profite pour dire, Franck parlait de verdissement des KPI. Moi, j'appelle ça les indicateurs pastèques. Alors, c'est quoi les indicateurs pastèques? On est sur le même sujet. C'est des indicateurs qui sont rendus verts, mais quand on creuse un peu, ils deviennent rouges et alors on a le pépin. Ça veut dire que, ça me permet de passer le message, chaque fois qu'on fixe des objectifs dans une entreprise, on doit associer le ou les indicateurs qui permettront de mesurer que ces objectifs sont atteints. Et il faut mettre en place du contrôle, parce que si vous ne mettez pas du contrôle sur le reporting par rapport aux objectifs qui sont fixés, vous allez générer des verdissements de KPI, comme dit Franck, des indicateurs pastèques, comme je vous l'ai défini. Et pour avoir accompagné depuis quasiment 10 ans maintenant des entreprises de toute taille, je peux vous dire que les indicateurs pastèques, c'est une plaie de notre 21e siècle. Les entreprises essayant de faire des économies partout enlèvent du contrôle là où il devrait rester. Et je peux malheureusement vous dire qu'il y a un vrai sujet derrière ces indicateurs pastèques. Merci Dominique. Bon, je vais essayer de rester parmi vous quelques instants si la communication vient rester en place. Effectivement, donc, il est important de connaître ces effets pervers et il faut de la maturité dans les organisations, quoi. Donc, l'objectif zéro accident va impliquer forcément des biais. Ces biais, il faut les connaître, il faut les mettre sous contrôle. Et par rapport à, effectivement, le verdissement. Voilà, donc Franck nous a encore quittés, décidément on n'a pas de chance aujourd'hui. Franck parlait de maturité, c'est effectivement la maturité et quelque part un sens de l'éthique, parce que ça veut dire que on ne peut pas se contenter de fixer ce que je vous disais, des objectifs. Franck, je te redonne la parole. Oui, merci. Mais effectivement, important en fonction des objectifs qu'on se fixe, de savoir les biais, les effets pervers qu'on peut avoir, et le zéro accident en est un exemple parfait. Et si vous voulez, il y a un sujet qui est important. Moi, je dis toujours aussi dans les supports que je fais à mes clients, c'est bienvenue aux mauvaises nouvelles.
bien sûr, on peut se fixer un objectif zéro accident, et au contraire, je suis tout à fait d'accord, mais il faut accepter que lorsque vous avez un événement, malgré l'ensemble des actions que vous ayez mises en place, vous pouvez de temps en temps avoir un accident. Et il faut accepter un accident. Il ne faut pas surréagir, il faut travailler l'accident, mettre en place des actions pour comprendre, je dirais, les causes profondes et s'améliorer, quoi. Et il est clair, moi je pense, le sujet majeur, c'est la maturité de l'ensemble de l'entreprise et principalement le top management. Il faut que votre top management soit tout à fait en phase avec cette démarche-là et qu'elle soit porteuse de la démarche, quoi. Vous, SST, principalement, je pense qu'en termes de public, on a principalement des gens des préventeurs et des gens de la santé-sécurité. Il est essentiel d'avoir le support de son top management. Vous savez, il est, comment dire, le management est le sujet le plus important en termes de santé-sécurité. Je dis toujours et je le répète, vous, préventeurs, vous êtes des supports. La responsabilité de la santé-sécurité est une responsabilité managériale. Et un point important, c'est le zéro accident, c'est la cible. Alors c'est pour ça qu'on a mis des petits logos partout sur les slides. Moi, tout à l'heure, je disais que je suis un fan de rugby. Le rugby, c'est un sport que j'apprécie. Quand les sportifs vont jouer un match, ils vont jouer un match pour le gagner. Et donc, votre objectif, c'est de gagner le match. Et gagner le match, c'est d'éviter tous les accidents. Donc, soyez persévérants et vous allez gagner un jour l'objectif, quoi. Mais pensez bien à avoir le support de votre top management. Je laisse la parole à Dominique. Alors, zéro accident, j'ai ouvert déjà un peu levé le voile en début de ce webinaire. C'est un chemin vers l'excellence dans le business. Effectivement, depuis 10 ans maintenant que j'accompagne des entreprises de toute taille, de tout secteur, eh bien, je démontre à chaque fois que quel que soit le secteur d'activité et quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a une égalité parfaite entre quoi? Entre la performance santé-sécurité au travail de l'entreprise et la façon de l'obtenir. Derrière, et la façon de l'obtenir, j'entends pas de pression, on travaille pas l'indicateur, mais on travaille vraiment sur le fond avec des plans d'action dignes de ce nom, avec l'ensemble de l'entreprise qui est mobilisée du haut jusqu'en bas. Donc il y a une égalité parfaite, disais-je, entre la performance en santé-sécurité et le niveau de maîtrise que l'entreprise a de ses activités. Et ça, c'est incroyable comme ça peut challenger un PDG quand vous lui dites qu'il a une performance SST en devenir, que cela traduit simplement le fait qu'il maîtrise mal son business. Les employeurs, les PDG arrivent à vivre avec une performance SST en devenir. Par contre, quand vous allez leur dire et leur démontrer qu'ils maîtrisent mal leur business, ça, par contre, c'est ça gratte un peu, ça pique un peu. Et je vous dis, ce constat est systématique. D'ailleurs, alors évidemment, à ma modeste échelle, j'ai quelques dizaines, enfin plus d'une dizaine, mais une cinquantaine, une centaine d'exemples qui à chaque fois, évidemment, fonctionnent. Et l'INRS, c'est une information que je vous donne que vous n'avez peut-être pas, vient de publier il y a quelques semaines une étude qui démontre le lien entre la performance santé-sécurité au travail et le résultat économique de l'entreprise, ce qui valide évidemment l'égalité que je venais de vous dire et que personnellement je développe à chaque fois et qui mobilise de façon tout à fait intéressante l'attention des PDG parce que, comme je vous le disais, un PDG ne peut pas accepter l'idée qu'il maîtrise mal ses activités, alors que certains, comme je vous le disais, arrivent à vivre avec une performance un peu en devenir en santé-sécurité au travail. Et donc, se rapprocher de zéro événement en santé-sécurité au travail, en mettant en place tout un tas d'actions, on va en parler avec Franck dans quelques instants, c'est donc se rapprocher de l'excellence en SST et donc, comme ça va avoir un impact sur tous les autres domaines de l'entreprise, vous allez vous rapprocher de l'excellence dans le business. C'est aussi simple que ça. Alors simple, c'est une façon de parler parce que derrière, il y a pas mal de choses à faire. Mais je vous assure que cette égalité, gardez-la en tête. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact. Je vous donnerai des idées d'indicateurs globaux qui peuvent refléter le niveau de maîtrise qu'une entreprise a de ses activités. Et vous verrez qu'en mettant ces indicateurs globaux de performance en perspective avec le niveau de performance SST, année après année, vous obtiendrez une droite qui définit bien cette proportionnalité, cette égalité entre la performance SST et le niveau de maîtrise des activités. Alors, je vous parlais du comment, on va pas
passer des heures là-dessus parce qu'on n'a pas le temps et qu'on veut garder un peu de temps pour parler avec vous et répondre aux questions que vous vous posez. Déjà, le message clé, c'est une approche globale et systémique qui est nécessaire. Alors, vous connaissez tous la courbe de Bradley. Moi, j'aime bien. Je veux juste souligner que Bradley, c'est un ancien du pont de Nemours qui a mis en place sa réflexion conceptuelle à travers sa courbe il y a plus d'une trentaine d'années maintenant, à force de dire 30, ça doit bien faire 40 d'ailleurs, et je pense qu'il n'échappera à personne qu'à 40 ans, les entreprises fonctionnaient différemment et avaient d'autres soucis vis-à-vis de leurs salariés que les entreprises d'aujourd'hui. Donc, à ceci près, la courbe de Bradley est intéressante. Peut-être est-elle un poil déconnectée maintenant par rapport à ce que les entreprises vivent dans leur quotidien. Certains connaissent peut-être la courbe d'André-Marc Ferron, le Québécois, avec qui j'ai beaucoup échangé sur ce sujet. Eh bien, personnellement, j'ai fait mon chemin de l'excellence. Alors, tout ça, il n'y a pas à opposer ces réflexions conceptuelles. Je pense qu'elles se complètent les unes par rapport aux autres. Évidemment, on travaille sur la technique, tout ce qui est matériel, outillage, équipement, machine, autres engins. Je me sers de cette première étape pour notamment faire appliquer le premier principe de prévention, éviter les risques. C'est-à-dire éviter de faire rentrer des risques dans l'entreprise. Alors évidemment, il en reste toujours. Et après, on met en place le deuxième principe de prévention, évaluer les risques qu'on n'a pas pu éviter. Mais il y a encore trop de préventeurs, je vais peut-être vous choquer, qui considèrent que l'évaluation des risques, c'est le début de la démarche en santé sécurité au travail. Eh bien, je m'excuse, c'est pas vrai. C'est pas le début. Le début, c'est l'amont, c'est-à-dire mettre en place le premier principe de prévention. Éviter les risques, ça veut dire qu'on va challenger les achats, on va challenger la conception, on va challenger les projets, et tout ça bien en amont de l'évaluation des risques. Quand vous avez fait un atelier, que les machines sont là et qu'on appelle le préventeur pour faire le document unique, c'est trop tard. Il fallait se poser des questions bien avant sur les machines, quels risques on aurait pu éviter en achetant telle machine plutôt qu'une autre, etc., etc. Le deuxième sujet, c'est le sujet organisationnel. Je fais simplement remarquer, je vais très vite parce que je vais pas tout vous détailler, mais je mets un point d'honneur à expliquer aux COMEX qu'ils ont une responsabilité organisationnelle et que c'est pas uniquement le management de proximité qui porte la performance SST. Chacun a sa partition à jouer. Et si je prends un exemple, le PDG, c'est le chef d'orchestre, il a des violons solo. Son COMEX, il a des violons et des premiers virtuoses. Ce sont les managers. Et puis il y a évidemment l'ensemble de l'orchestre. Eh bien, chacun a une partition différente à jouer, mais quand toutes les partitions sont jouées à l'unisson, alors on obtient un chef-d'œuvre. Et tous les aspects organisationnels sont complètement, c'est ce que disait Franck tout à l'heure, de la responsabilité managériale, comme le sont d'ailleurs les aspects techniques. Moi, dans mon chemin, en troisième étape, je mets le choix et la posture des managers. Je crois qu'aujourd'hui, la messe est dite sur l'importance du choix des managers, éviter les erreurs de casting, ne pas mettre en place des gens qui sont pas faits pour faire du management. Et une fois qu'on a essayé d'éviter de se tromper dans le choix, travailler sur quelle posture on attend de ses managers. Pour moi, un manager, c'est un constructeur de santé et de performance. À travers quoi? À travers la façon dont il se comporte vis-à-vis de ses équipiers. Rappelez-vous que il y a des études aujourd'hui qui arrivent à donner des chiffres sur pourquoi les gens démissionnent des entreprises. Eh bien, vous avez un score mais très élevé parce que il a des difficultés avec son manager direct. Donc, quand vous avez des erreurs de casting, vous faites des dégâts colossaux auprès des équipiers et ça coûte un maximum d'argent à l'entreprise parce que ceux qui s'en vont, il va falloir les remplacer, il va falloir les reformer. Pendant tout ce temps-là, on manque de compétences, etc., etc., etc. Et puis, bien sûr, dernière étape, je n'invente rien, sur ce qu'on appelle traditionnellement la culture, c'est-à-dire le fait que chacun est le premier acteur de sa santé et de sa sécurité au sens large, mais c'est également vrai au travail. Et chacun peut être le dernier rempart pour éviter que le collègue ou le visiteur qu'on croise, qui est en train de faire des choses un peu olé olé, eh bien, il sera la dernière courroie de rappel pour éviter qu'un événement n'arrive. Voilà, donc
je vais pas plus loin sur cette description. Tout ça fait qu'il y a un socle de pratiques pragmatiques qui concernent chaque étape de ce chemin. Elles sont à mettre en place pour atteindre l'excellence. Elles relèvent depuis le numéro 1 jusqu'au manager de proximité, chacun pour son type de responsabilité. Et vous aurez, en mettant en place ces pratiques pragmatiques, posé le socle sur lequel vous vous appuierez pour atteindre l'excellence. J'en profite pour vous dire que l'ISS, dont je vous parlais tout à l'heure, a mis en place depuis 2014 un concept qui s'appelle Vision Zéro. Si ça vous intéresse, je vous renvoie, puisque nous avions fait avec les gens de l'ISS un webinaire Préventica. Donc, si vous googlez webinaire Préventica Vision Zéro à l'ISS, vous allez pouvoir vous inscrire et revoir ce webinaire en replay. Merci Dominique. Donc, je ne reviens pas sur les différents sujets qui ont été présentés. Effectivement, c'est vraiment une démarche globale et systémique qui est nécessaire. Hein. Donc, les facteurs humains, FOH et organisationnels sont essentiels. La technique, n'oubliez pas la technique qui est aussi un point particulièrement important. La notion de gouvernance et de système de management qui sont des piliers de votre démarche de progrès. Hein. N'oubliez pas aussi la CAL hein, dans le PDCA de Deming. Vous connaissez bien évidemment tous les 9 principes de précaution. On pourrait rajouter un 10e principe de prévention, qui est l'écoute des salariés. Je suis persuadé que vous faites des réunions de 5 minutes, des échanges de prévention. Donc, l'écoute des salariés est un sujet essentiel. Vous avez bien évidemment des formations, des sensibilisations qui sont des sujets. Et puis, plein d'autres sujets, hein, l'évaluation des risques, hein, ce qu'on appelle le DURP, l'analyse des événements, les retours d'expérience, hein, le fameux REX, les audits, les inspections, les contrôles, les vérifications obligatoires périodiques et bien d'autres sujets. Et bien évidemment, pour finir, le respect du code du travail. Vous avez une mission passionnante et chargée, à mon avis, à 150%. Mais rappelez-vous, la clé du succès, c'est l'implication et l'engagement managérial. Et comme le disait tout à l'heure Dominique, effectivement, je dirais, vos managers sont clés dans la réussite d'une démarche de zéro accident. Est-ce que c'est possible? Parce que la vraie question, c'est, on vient de passer maintenant 47 minutes et on est un peu long même d'ailleurs en termes de timing. Est-ce que c'est possible d'arriver à zéro accident? Oui, c'est possible. Moi, j'ai vécu dans plein d'entreprises, plein de différentes expériences professionnelles, dans différents types d'industries, avec parfois des risques importants. Et on a réussi collectivement, hein, j'insiste, collectivement, on a réussi à ne pas avoir d'accident pendant plusieurs années. Donc, effectivement, c'est possible. On peut arriver à zéro accident. Et je ne vais pas redire ce qu'on a exposé, mais c'est essentiel. C'est une équipe qui gagne et une implication forte du management pour avoir ce chemin vers l'excellence. C'est vraiment un chemin vers l'excellence qui doit vous mener au zéro accident. Et clairement, il faut avoir une participation de l'ensemble des forces vives de l'entreprise pour arriver à cet objectif-là. C'est clair que votre démonstration aujourd'hui de participer déjà à ce webinaire est un élément important de votre volonté d'arriver au zéro accident. Je laisse Dominique pour la conclusion. Oui, alors témoigner également, attends, juste, je reviens en arrière, Franck. Témoigner que c'est possible. Moi, dans le groupe EDF, on avait notre étoile du berger, c'était la filiale anglaise, EDF Energy, 20 000 salariés, production d'électricité, donc industrie lourde, hein, production thermique, production charbon, production nucléaire. Eh bien, cette filiale de 20 000 personnes arrivait à un taux de fréquence. Alors, débat sur l'indicateur du taux de fréquence. L'avantage, c'est que quasiment tout le monde dans le monde suit ce taux de fréquence, donc on revient pas sur les inconvénients du taux de fréquence, mais enfin, ça permet quand même, surtout si on est très nombreux dans l'entreprise, d'avoir quand même une mesure qui a un peu de sens sur les résultats. On n'est pas sur le proactif, on est sur les résultats. Taux de fréquence 0,3 dans la durée. Et sur la base des calculs des accidents du travail français, puisque j'avais généralisé dans tout le groupe l'approche française sur la déclaration des accidents de façon à éviter le piège de oui mais on calcule pas tout à fait pareil, c'est après 3 jours d'arrêt, etc. Non, c'était la même définition pour tout le monde. Taux de fréquence 0,3 et comme par hasard, cette filiale avait les meilleurs résultats financiers, avait les meilleurs résultats vis-à-vis de l'environnement, avait les meilleurs résultats sur sa capacité d'accueillir le handicap au travail dans tout le groupe.
ce qui démontre bien qu'il y a un lien direct entre la performance SST et la performance générale de l'entreprise. Donc oui, c'est possible. Et comme le disait Franck, j'ai des clients que j'ai accompagnés et qui sont aujourd'hui arrivés à baisser très sensiblement le nombre d'événements, qui arrivent à 0 accident avec arrêt et très peu d'accidents sans arrêt. Donc, ce n'est pas de la chance, c'est un choix délibéré. Un choix délibéré de qui? Du numéro 1 de l'entreprise, parce que c'est lui qui a toute la puissance et le pouvoir d'orienter son entreprise sur le chemin qu'on a évoqué avec vous. Et c'est un choix assumé, c'est-à-dire que oui, parfois, ça coûte un petit peu d'argent, mais comme me le rappelait un Anglais que j'aimais bien, qui était justement dans cette filiale d'EDF, vous trouvez que la SST coûte cher, essayez l'accident. J'aime beaucoup cette phrase parce que, évidemment, entre l'investissement immédiat qui parfois existe pour pouvoir offrir, voilà, une machine un peu plus sécure, et puis qui représente une somme que le PDG est parfois pas prêt à mettre, alors que il va peut-être avoir à vivre un accident grave avec toutes les conséquences humaines, bien sûr, mais financières pour l'entreprise. Il faut savoir que ce choix, c'est un choix délibéré, c'est donc un choix assumé. Voilà, je terminerai ce webinaire avant qu'on enclenche le petit question-réponse pour vous rappeler que, vous le savez bien évidemment, mais la santé-sécurité au travail, c'est pas un domaine comme les autres. Derrière les objectifs, derrière les cibles, derrière les chiffres associés à la santé-sécurité au travail, il y a des hommes et des femmes qui vont peut-être décéder au travail, qui vont peut-être rester handicapés à vie, qui peuvent être atteints dans leur chair et ou dans leur tête, et que seul ce domaine fait que derrière, il y a des humains. Donc ça, il faut quand même pas l'oublier. Je rajouterais aussi, pour l'avoir vécu, que c'est très français de dénigrer toute action qui n'obtient pas 100% de l'objectif. Eh bien moi, je suis désolé, j'aurais dû rester travailler en Angleterre. Moi, l'approche anglo-saxonne me va très très bien. Faisons preuve de pragmatisme. Tout ce qui est prenable est à prendre. Alors, on n'aura peut-être pas 0 pendant 10 ans. Donc, enfin, si on se rapproche de 0, c'est derrière autant de personnes qui décèdent pas, autant de personnes qui n'auront pas de handicap, temporaire ou permanent, autant de personnes qui ne seront pas atteintes. Voilà, on va essayer maintenant de faire un petit moment de questions-réponses. On a presque 10 minutes pour ça. Est-ce que Franck, tu as eu? Ouais, oui. J'ai lu les questions. Et effectivement, donc merci déjà à Dominique pour la conclusion. Effectivement, prenons tout ce qui est à prendre. Hein. Soyons pragmatiques. Hein, je dirais, l'objectif c'est pas d'accident. Hein, et mener le chemin est important. Le chemin vers l'excellence, c'est le plus capital. Ensuite, merci. On a plein de questions. Alors je sais pas, on les prend un petit peu dans l'ordre où elles ont été posées. Sur le sujet, sur la notion, sur les bonus, entre ce qu'on appelle les lagging et les leading indicators, effectivement, moi, ma position, c'est mettez des objectifs sur des actions et des choses sur lesquelles les gens peuvent maîtriser. L'accident peut toujours arriver et est toujours un peu aléatoire par moment. Donc, il faut plutôt mettre des incentives et plus vous descendez dans les strates managériales, plus mettre des objectifs sur des indicateurs d'action, donc ce qu'on appelle leading dans le jargon. Je laisse Dominique répondre à la question qui est pourquoi ne pas viser un TG proche de 0, voire de 0. Une question sur le taux de gravité. Alors, je reprends avec votre expérience, quelles sont les bonnes pratiques concrètes pour baisser le nombre d'AT? Je vous renvoie, alors là j'ai pas le temps, mais je vous renvoie à mon bouquin. Voilà, j'explique pas mal de choses qui me semblent être tout à fait intéressantes pour baisser le nombre d'AT. Pour le suivi indice de fréquence ou taux de fréquence, ben, la différence entre l'indice et le taux, c'est un rapport de 1500, puisqu'il y en a un qui est rapporté aux heures et l'autre qui est rapporté au nombre de personnes. Et une personne en France travaille en gros 1500 heures par an. Donc, on est dans une proportionnalité entre le taux de fréquence et l'indice de fréquence dans un rapport à la louche, hein,
de 1500. Donc pour moi, vous choisissez celui que vous voulez. Ça m'est complètement égal. Maintenant sur le taux de gravité. Alors sur le taux de gravité, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que du temps où je co-animais le GEPI, je m'occupais tous les ans de faire une courbe sur le résultat de toutes les entreprises qui formaient le GEPI en fréquence et gravité. Eh bien, quand vous mettez le taux de fréquence d'une entreprise avec, en abscisse, son taux de gravité, et que vous faites ça pour toutes les entreprises, eh bien, vous voyez une droite apparaître qui traduit simplement le fait que plus vous avez d'accidents et plus ils sont graves. Plus votre taux de fréquence est élevé, plus votre taux de gravité est élevé. C'est-à-dire qu'il y a un lien de proportionnalité entre la fréquence et la gravité des événements. Et ça, c'est les résultats qui le démontrent. Et c'est ni plus ni moins que la pyramide de Bird. Vous êtes à majorité des préventeurs. Bird, qu'est-ce qu'il disait? Plus vous avez d'événements bénins et plus la probabilité d'avoir un accident grave est forte. Il y a donc un lien de proportionnalité entre la fréquence des événements et leur gravité. J'ai vu une question sur EDF Énergie. Comment être sûr que les résultats étaient réels et non artificiels? Alors déjà, deux choses. Il y a des audits qui sont faits et des contrôles qui sont faits sur les déclarations. Et à l'époque, quand j'étais dans le groupe EDF, le discours était, si vous truquez en tant que directeur les chiffres, vous êtes plus directeur demain matin. Donc il y avait quand même un affichage très clair sur qu'est-ce qu'on veut mesurer. On veut tout mesurer. Et puis deuxième chose, chez EDF Énergie, il y avait un discours, il y avait un débat social avec les représentants du personnel qui était d'une maturité que j'ai rarement vue et qui faisait que, parce que vous savez, les événements cachés, on arrive à les faire ressortir, notamment vis-à-vis et par les représentants du personnel. Donc il y a plusieurs faisceaux de faits qui me font dire que dans cette filiale, les résultats étaient assis sur des faits qui n'étaient pas cachés. Voilà, il n'y avait pas de trucage. Alors je mettrais pas mes deux mains à couper qu'il n'y avait pas un manager dans cette filiale qui truandait, parce que voilà. Mais en tous les cas, il y avait des actions de fait qui rassuraient quant à la véracité des événements qui étaient remontés. Voilà. Si on peut rajouter, effectivement, il y a un intervenant qui disait qu'effectivement, on peut arriver de temps en temps, et il ne faut pas être naïf, hein, il faut être réaliste. Et moi aussi, j'étais confronté de temps en temps à des gens qui avaient tendance à vouloir cacher les accidents parce que quand vous avez trop de pression sur uniquement le résultat du zéro accident, de temps en temps, vous avez des biais qu'on a expliqués précédemment. Alors, premièrement, effectivement, on ne peut pas cacher un accident mortel, c'est quand même la première des choses. Après, effectivement, vous pouvez avoir des accidents qu'on peut appeler dits bénins ou légers, et que de temps en temps, les gens vont trouver des solutions pour faire du poste aménagé éventuellement, ou avoir des façons de entre guillemets, truander l'indicateur. Néanmoins, je dirais, il faut savoir que ces biais-là existent et il faut mettre en place, je dirais, les systèmes qui vont bien pour faire du contrôle, faire des audits, aller faire des choses sur le terrain. Et un point essentiel, ce que disait aussi Dominique, c'est que, je dirais, un manager qui, entre guillemets, tord les aiguilles d'un indicateur, je dirais, n'a pas sa place dans l'organisation. Et quand vous avez, je dirais, une maturité de l'organisation qui n'accepte pas ce type de comportement, je dirais, vous êtes sûr que les managers n'auront pas ce type de comportement. Mais à nouveau, je le répète, c'est une application du top management, c'est un discours clair de transparence, d'équité, et ça rejoint le sujet RSE. Alors, Damien Leclerc, ne faut-il pas fixer des objectifs bonusables sur des leading indicateurs plutôt que sur des lagging? Il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, je suis pour fixer des objectifs bonusables en termes d'action. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, il faut être bien conscient que quand vous rattachez un bonus à un objectif, vous générez des effets pervers et vous générez la tentation de faire des indicateurs pastèques. Donc ça veut dire que derrière, il faut du contrôle. Il faut du contrôle sur comment on mesure l'effet. Il faut du contrôle sur comment on rentre les faits dans le système. Il faut au moins contrôler une fois que l'algorithme du système ne sort pas des bêtises. Et puis derrière, ensuite, il faut faire des contrôles sur qu'est-ce qu'on fait des résultats qu'on obtient. Donc oui, il y a pas mal de contrôles à mettre en place.
d'une façon générale, et encore plus si vous mettez des bonus à la clé, parce que l'humain est ainsi fait que la tentation est quand même présente de tordre un peu les chiffres pour pouvoir avoir son bonus. Je reviens sur le taux de fréquence. Pourquoi pas viser un TG proche de 0, voire de 0, ou un TF de 0, puisque il y a une proportionnalité, je vais vous l'expliquer, entre les deux. Il y a une chose que vous devez savoir. Moi, alors je suis pas statisticien, mais quand je dirigeais le service sécurité d'EDF et de Gaz de France, qui était commun à l'époque, j'avais des statisticiens qui m'avaient démontré et expliqué que le taux de fréquence, c'est un calcul qui comporte, comme tous les calculs, un écart de confiance. Et que cet écart de confiance est très large quand vous avez une petite population. Et que pour pouvoir utiliser un taux de fréquence et interpréter la variation d'un taux de fréquence d'une année sur l'autre, il fallait en gros être au moins 1200 pour que ça ait du sens. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous fixez des objectifs en taux de fréquence sur des petites entités de 50 personnes, l'écart de confiance du résultat de votre calcul est tel que d'une année sur l'autre, vous ne sortez pas dans la variation du taux de fréquence de l'écart de confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation que vous essayez d'interpréter n'est pas interprétable. Et c'est pour ça que vous avez des entités de 50 personnes qui, une année, ont un taux de fréquence plutôt bas, l'année suivante plutôt haute, et pourtant, ils n'ont pas l'impression d'avoir démérité. C'est juste que le taux de fréquence n'est pas du tout adapté à la taille de l'entité sur laquelle vous faites cette mesure. Et donc, il faut être absolument convaincu que, dans des petites entités, on ne fixe pas d'objectifs en matière de taux de fréquence. C'est une idiotie, hein, excusez-moi. Et donc, il vaut mieux fixer des objectifs en termes de plan d'action et d'action, parce que si elles sont bien choisies, la conséquence de ce plan d'action et de ces actions seront une diminution des événements redoutés. Maintenant, dans les grandes structures qui dépassent très largement 1200 salariés, alors oui, suivre les résultats avec un taux de fréquence et un taux de gravité, ou un indice de fréquence et un indice de gravité, pourquoi pas, mais ce sont des lagging indicateurs, des indicateurs de résultats. N'oubliez jamais de positionner aussi des indicateurs proactifs, des leading indicators, voilà, en anglais. On va prendre deux questions, Dominique, si tu veux bien. Il y a deux questions dans le chat. Il y a un sujet sur l'intégration des accidents mortels dans taux de fréquence. Alors ça, c'est une vraie discussion alors, en dehors du drame absolu pour l'entreprise, parce qu'avoir un accident mortel en entreprise, c'est un drame absolu. La question, c'est un accident mortel. La première question, c'est il compte pour combien? Donc en général, les entreprises mettent pour 1, normalement. Et ensuite, la question, c'est par rapport au calcul du taux de gravité, c'est combien de jours d'arrêt potentiel vous allez mettre dans l'indicateur. Et c'est là qu'on commence à avoir un peu des choses un peu absurdes. Vous avez des gens qui mettent 365 jours, ce qui veut dire une année complète. Je connais des entreprises qui mettent 7000 jours d'arrêt. Et en fait, il n'y a pas de règle absolue pour compter, je dirais, les accidents mortels. Donc, c'est une vraie difficulté. En général, les entreprises mettent 1 dans le taux de fréquence et le taux de gravité, c'est une décision interne sur le taux de gravité. Et la deuxième question qui était sur… Franck, juste une seconde. Pour compléter ce que tu viens de dire, ça dépend des pays. Moi, j'avais une filiale en Italie. En Italie, quand vous avez un accident mortel, c'est 7500 jours d'arrêt qui tombent dans votre gravité. Je ferme la parenthèse. Les Belges aussi ont une graduation. Les Belges aussi ont une graduation en incluant aussi les incapacités permanentes, une amputation, etc., quoi. Mais ça dépend des législations en vigueur. En France, il n'y a pas de législation sur l'accident mortel pour faire le calcul du taux de gravité. Et une dernière question, je te la laisse si tu veux, Dominique, je vais répondre très, très, très rapidement et ensuite je te laisse faire la conclusion. Donc, sur la notion des risques psychosociaux qui ont géré, je dirais, des sinistres graves, puisqu'il y a eu, je dirais, un certain nombre de cas de suicide, principalement France Télécom, par exemple, mais pas uniquement France Télécom. Effectivement, je dirais c'est un drame absolu, puisque lorsque vous avez une situation de cas de suicide sur le lieu de travail, c'est aussi un accident mortel et c'est un drame absolu. Et la notion de ce qu'on appelle les RPS dans notre jargon, mais moi je préfère parler de qualité de vie et de conditions de travail, ce qui est quand même beaucoup plus positif. C'est des sujets qui ont dû être… Moi, je ne connais pas suffisamment les dossiers France Télécom ou Renault, etc. Mais si vous avez des gens qui sont conduits au suicide dû aux conditions de travail,
Premièrement, c'est un drame absolu. Deuxièmement, je dirais que vous avez beaucoup d'actions à mener pour avoir, je dirais, le collectif et la fonction, je dirais, en termes de RPS à améliorer, quoi. Je laisse Dominique pour faire la conclusion, si tu veux bien. Et ça renvoie, Franck, à ce que je disais tout à l'heure sur les managers, leur choix et leur posture, parce que beaucoup de choses sont issues de ça, hein. Bien sûr, il y a des problèmes organisationnels, mais il y a beaucoup de problèmes de posture managériale de certains managers. Voilà. Écoutez, nous sommes arrivés au terme du temps prévu pour ce webinaire. On a dépassé de 5 minutes. On avait juste 5 minutes de plus si vraiment il y avait beaucoup de questions. Il y en a eu beaucoup. Merci pour votre implication. Merci pour l'intérêt que vous avez porté. J'espère que vous avez eu des réponses, peut-être pas toutes, à vos questions. Et n'hésitez pas à nous challenger avec Franck. Vous retrouverez facilement nos emails sur les réseaux sociaux professionnels et on aura plaisir à prolonger ces échanges avec vous. Prenez soin de vous et à très vite, j'espère. Au revoir. Merci, au revoir.